La durée de vie moyenne d'un coach, c'est 3 à 5 ans, ce qui fait que dans tous les coachs qui sortent de formation, il y en a énormément qui durent pas dans le métier parce qu'ils ont peut-être pas assez bien anticipé quelles étaient les réalités du métier. Coach sportif, c'est un métier de service. On est au quotidien avec les gens. Il faut répondre à leurs besoins. Tu peux être le meilleur pratiquant, avoir les meilleures connaissances. Mais dans le coaching, en tout cas, je parle dans le coaching de tous les jours, du milieu du fitness, c'est pas ça qui marchera. Ton relationnel rejouera énormément. Tout le réseau qu'on a créé aussi avec Find, c'est aussi ça une force, quoi. On les oriente en leur disant, va voir ce que fait telle personne, ça va résonner avec ce qu'on a vu aujourd'hui en cours, etc. On les laisse pas dans la nature en disant, démerdez-vous, faut que vous bossiez à côté. Non, on aborde plein de choses et au milieu de ce qu'on aborde, on dit, bah là, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses, mais allez creuser à tel endroit et puis on donne les ressources. Dans cet épisode, j'échange avec Flora Vis et Mathieu Benoît de Fine Sport sur la formation des coachs sportifs. À eux deux, ils ont cumulé plus de 25 ans d'expérience de coaching sportif, de gestion de personnel et de formation des coachs. Aujourd'hui, ils proposent avec Fine Sport un CQP instructeur fitness qui permet à ceux et celles qui veulent se développer dans le milieu de non seulement se former, mais surtout de perdurer et de réussir en tant que coach sportif. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. All You Need est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. Que tu cherches à compléter tes apports en vitamines et minéraux, augmenter ton apport en protéines ou mieux dormir la nuit, utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode si tu veux en savoir plus sur pourquoi j'ai décidé de travailler avec All You Need. Maintenant, sans plus attendre, voilà ma conversation avec Flora et Mathieu. Flora, Matt, bienvenue sur le podcast. Comment allez-vous? Merci pour l'invitation, Shane. Ça va très bien, merci. Merci pour tout, Sean. Ça va, nickel. Super, super. Ben, avant d'attaquer ce chouette sujet, ça commence bien, de la formation des coachs, je vais vous laisser vous présenter pour que les gens vous connaissent un petit peu plus. Flora, on a déjà fait pas mal de contenu ensemble, mais donc je vais laisser Matt commencer par se présenter. Matt, parle-nous un petit peu de toi, qui es-tu et que fais-tu? Mathieu, coach sportif depuis 15 ans. J'ai 35 ans, je vais avoir bientôt 36. Ça commence à faire déjà. Et ouais, je suis dans le milieu du sport. J'ai eu mon BP à mes 20 ans, donc ça commence à faire ouais, en 2010. L'une des premières années où avant c'était juste un BE et on est passé BP. Donc j'ai travaillé ouais, en tant que coach donc je viens de Rennes. Moi je viens de la Bretagne, de Rennes, et j'ai été coach là-bas pendant 8 ans, et ça fait 7 ans que je suis ici maintenant, dans le pays de Gex, donc à la frontière suisse, à côté de Genève. Et Flo m'a fait une place dans sa très belle salle, et que maintenant je dirige et que je coordonne tous les jours. Donc voilà. Super. Parle-nous un petit peu de ton quotidien, à quoi ressemble une journée pour Mathieu à la salle. À la salle, une fois que j'ai déposé mon petit, ça va, je vais pas dire ça va mieux, non, il y a moins de stress, c'est un stress différent. Non, j'arrive le matin, en général, j'arrive à 8 heures. Et dès que j'arrive, je fais un peu de compta, je vois les chiffres de la veille, je regarde un peu tout. Avec mon petit café, je vais m'entraîner, mon petit training dès le matin. Et puis après, on enchaîne pas mal de coaching privé dans la journée. Et les cours vont se mettre en place entre midi et deux, même si maintenant je fais beaucoup moins de cours collectifs. Mais j'anime encore pas mal de cours de biking, de cours de RPM que je vais donner le soir. Donc voilà comment la journée sportivement, entre guillemets, va se passer. Et après, il y a beaucoup de coordination, tout gérer l'équipe, le planning, euh, toute la partie commerciale aussi qui va se faire dans une salle de fitness classique, quoi. T'as combien de coachs à l'heure actuelle que tu gères à la salle? En coach, alors si je compte vraiment tous les indépendants, tous nos studios, notre petite partie avec la partie yoga, pilates aussi qu'on peut avoir, on arrive maintenant pratiquement à 20. Je ne vais pas énumérer si je les sors tous, mais je crois qu'on est à 20. J'arrive jamais à les compter, moi. Pratiquement une vingtaine. Donc ça commence à faire. Après, au quotidien, vraiment au quotidien, des coachs à gérer, Une petite on va être dizaine. à une petite dizaine, ouais. On va être à 10. Et puis il y a un peu les indeps qui vont sortir sur le yoga, pas mal sur le studio là. Hmm, Mais toute la journée, on va être minimum 5 et on va monter à 10 à une grosse affluence, tu vois. hmm. Voire beaucoup. Ouais. Ça va être intéressant de parler un petit peu de ton parcours, de ton évolution aussi, hein, de passer de coach à gérant, parce que c'est pas du tout le même métier, et donner un Mm. peu de perspective aussi sur ce que les gérants de salle peuvent attendre d'un coach qui souhaite travailler dans une salle. Donc je me réjouis d'aller un petit peu plus loin avec toi là-dedans aujourd'hui. Flora, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi, s'il te plaît? Moi, j'ai aussi 35 ans. Et
j'ai ouvert la salle en 2016. Donc, c'était un projet familial. On a construit le bâtiment avec mon papa et j'ai ouvert la salle en 2016 sur à peu près 700 mètres carrés. Donc, au départ, j'étais toute seule avec un coach et un stagiaire. Ça remet un peu de perspective par rapport à ce que dit Matt aujourd'hui. Donc, je faisais un peu tout, mais je viens d'une école de management. Donc, j'ai fait un master en école de business. Et donc, j'ai appris à devenir coach. Je me suis formée aussi à ce moment-là. Et après, donc, j'ai fait un CQP et après, j'ai fait un diplôme d'État en kickboxing. Et j'ai enseigné un peu les cours, mais assez vite, finalement, Mathieu m'a rejoint. Et donc, c'est assez vite lui qui a aussi pris le lead sur le recrutement des coachs, la gestion de la partie sportive, et moi, plus la gestion de l'humain, on va dire, du juridique, de la comptabilité, de la communication, de la stratégie globale. Et puis, depuis 3 ans, j'ai créé Fine Sport, donc, qui est à la base un collectif de coachs. On a fait déjà beaucoup de choses ensemble par rapport à ça. Le but, c'est d'échanger, de partager entre coachs et puis entre entrepreneurs surtout. Et cette année, on a ouvert notre première promo de CQP instructeur fitness, donc de formation initiale pour devenir coach. Et donc, je gère ça au quotidien, un peu depuis chez moi en Suisse, un petit peu à la salle, et je disais un peu la nuit, quand mes enfants me laissent pas dormir. Ouais, ça s'arrête jamais, hein. C'est la Voilà. journée, c'est la nuit. Est-ce que, Matt, tu peux nous parler un petit peu, parce que pour les auditeurs peut-être qui connaissent pas exactement le système français et comment ça fonctionne, tu peux nous parler un petit peu des différents diplômes qui sont disponibles à l'heure actuelle. Il y a plusieurs acronymes qui sont déjà ressortis, BP, CQP, je sais qu'il y a le STAPS aussi. Donc fais-nous un petit peu le tour d'horizon des différentes formations, ce que veulent dire ces acronymes et qu'on comprenne un petit peu mieux le contexte avant de se plonger dans lequel faut faire, comment, pourquoi, etc. Ok. Donc, tu as parlé de la licence TAPS. Donc, licence TAPS, c'est, on va dire, c'est 3 ans. Licence, c'est universitaire. Tu peux te spécialiser. Tu as différentes spécialisations dans cette licence-là. Donc, tu as du management, comme tu as la prépa physique. Hmm. Donc, ça, c'est vraiment le côté universitaire. Donc, 3 ans, comme je disais. Ensuite, tu as le BP, directement le BP. Donc, moi, à l'époque, c'était un AGFF, activité gymnique de la force et de la forme, qui est aujourd'hui un comment BPAF, métier de la forme. Donc, ça, c'est le nouveau BP, entre guillemets. Donc, ça, c'est sur un an. C'est un cursus sur un an. Euh, et puis, on va avoir le CQP aussi, le CQP instructeur fitness, IF, qui de mémoire existe maintenant depuis 2 ans, ouais, 2 ans, je crois. Donc ça, pareil, ça va dépendre un petit peu des organismes de formation. Il y en a qui le font vraiment en accéléré, accéléré. En 3 mois, tu peux avoir ton diplôme. Hmm. La plupart le font en 6, ouais, à peu près 6 pour un an. Donc voilà les différents diplômes actuellement en France qu'on peut avoir pour être coach sportif. Sachant que j'ajoute que dans les trois grosses familles, le STAPS, c'est la filière universitaire, Ouais. donc qui va être plus théorique et puis aller plus loin. Le BPBE, c'est le ministère des Sports, donc c'est vraiment les diplômes d'État, purs et durs, qui sont réfléchis au ministère. Et le CQP, ça a été créé par la branche métier, par le syndicat des salles de fitness françaises. Donc c'est un diplôme qui se veut pragmatique et adapté à ce que les salles recherchent. Mhm. En tout cas, ça a été porté par les professionnels. Et est-ce que c'est dans cette lignée-là que vous avez choisi de faire un... Est-ce que vous auriez pu proposer un BP par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres considérations pour donner ce genre de formation par rapport à un CQP que vous avez choisi? Ouais, le BP, comme c'est un diplôme d'État qui se fait en alternance, c'était un peu plus lourd administrativement. Non pas que le CQP était particulièrement léger administrativement à créer, mais le BP, c'était encore un peu plus lourd. Et surtout, c'était pas une volonté. En fait, c'est surtout ça. C'est que le BP, comme a dit Matt, il se fait sur un an, souvent en alternance, ce qui fait qu'il est assez peu adapté à des gens en reconversion. Hmm. Parce que faut être un an à temps plein. Et du coup, il est plutôt sollicité pour des jeunes qui sont en poursuite d'études. Mais bon, on en reparlera, mais notre vision, c'est quand même qu'il faut quand même un bon bagage et humain et technique pour réussir à être bon coach. Et que du coup, à 18 ans, souvent, c'est un petit peu juste. C'est un Mhm. peu jeune. Et que ce qu'ont apporté des gens qui sont en reconversion, c'est vachement chouette dans le métier. Du coup, on voulait plus un diplôme qui soit un peu plus flexible. Et comme c'est fait par la branche métier, il y a aussi beaucoup moins de contraintes sur comment le faire. Donc, on a pu, nous, par exemple, placer les week-ends qu'on voulait, enfin, organiser vraiment la durée et
les contenus comme on le sentait. Donc voilà, c'était un peu plus flexible et un peu plus adapté à la partie professionnelle. Est-ce que vous sauriez dire à l'heure actuelle, sur 100 coachs qui pratiquent, combien sont formés via un BP, via un CQP, via la licence TAPS? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que la plupart ont quand même majoritairement un BP. Le CQP, comme je disais, il est récent. Le Hmm. CQP, c'est 2022. 2022. Ah Donc ouais, 19. ouais, ok. après, le BP, c'est alors même si le CQP, pardon, c'est beaucoup de personnes qui ont fait c'est de la reconversion. Donc c'est des personnes qui se reconvertissent, mais qui ne trouvent pas du job tout de suite non plus, qui peuvent faire ça peut-être à mi-temps, même en plus de leur travail finalement. Il y en a Mhm. qui font aussi. Donc, je dirais un bon 80% ou un BP, une licence TAPS vraiment prépa physique, ouais, il y en a, mais est-ce qu'ils font vraiment coach sportif en salle dans le milieu fitness? Je suis pas sûr. Mhm. Ils se spécialisent beaucoup plus, ce qui est normal aussi par rapport à leur cursus, hein, qui est un peu plus poussé sur Mhm. certains domaines, ce qui est normal. Mais le métier pur de coach sportif, ouais, je pense que le Essentiellement BP, BP, ouais. c'est BP, ouais, majoritairement. C'est le plus Mhm. reconnu finalement en France. Ok. Une, Et une, ensuite, ques- Et ensuite, ouais. une question qui me vient, et tu l'as brièvement mentionné, Flora, tu as parlé de ce que les gens en reconversion peuvent apporter au métier de coaching, parce que ça je pense, c'est quelque chose, enfin moi personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé jusqu'à ce que je termine ma formation de coaching, c'est que c'est l'humain avant tout, en fait. Oui, il faut être technicien, il faut comprendre les fondamentaux de la préparation physique euh, et du coaching, mais vraiment, le côté humain est vraiment quelque chose de très, très important dans notre métier. Donc, est-ce que tu peux élaborer un petit peu, Flora, sur ce côté-là, les prérequis que tu vois? Alors, peut-être pas les prérequis, disons, administratifs, mais les prérequis pour quelqu'un qui souhaiterait se reconvertir, qui souhaiterait devenir coach, mais qui a déjà un petit vécu derrière lui. ouais, merci. C'est évidemment quelque chose qu'on prêche à longueur de journée. C'est que le prérequis principal, c'est pas d'être passionné de sport. Et que l'école qui te vendent, fais de ta passion ton métier, c'est du bullshit. Souvent, on parle de la passion de l'entraînement quand ils disent ça. Et qu'en fait, s'entraîner, ça veut pas du tout dire que tu peux être bon à entraîner les gens. Voilà. De la même manière que c'est pas parce que tu manges bien que tu es bon diététicien et que tu peux bien conseiller les autres. Il faut vraiment savoir ce qui va s'adapter aux gens. Et donc, comme tu le dis, c'est l'humain avant tout. C'est pour ça que je trouve que les gens en reconversion ont beaucoup de choses à apporter, parce que souvent, de par leur vécu, ils et elles se connaissent bien. Ils savent parfois manager des équipes, parfois déjà accompagner des gens dans d'autres domaines. Ils se connaissent mieux aussi personnellement, ils savent mieux quels sont leurs points forts, de quoi ils ont envie, pas envie, ce qui fait que ça les aide aussi à choisir leur parcours pour vivre dans le métier. On l'a pas dit là, mais la durée de vie moyenne d'un coach, c'est 3 à 5 ans, ce qui fait que dans tous les coachs qui sortent de formation, il y en a énormément qui durent pas dans le métier parce qu'ils ont peut-être pas assez bien anticipé quelles étaient les réalités du métier. Ne pas se rendre compte que c'est l'humain avant tout et pas l'entraînement avant tout, c'est un gros facteur, mais aussi se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est pas pour soi, se rendre compte que le salariat, c'est pas pour soi. Tous ces choix-là, c'est des choix qui sont faits, je pense, avec un peu plus de connaissances quand on a déjà travaillé avant et qu'on a déjà un peu de vécu. Hmm. Matt, pour toi qui côtoies beaucoup de coachs au quotidien, euh, est-ce qu'il y a un profil particulier ou un parcours particulier de personnes qui viennent en reconversion qui fonctionne plutôt bien ou que tu vois de manière assez fréquente de personnes qui ont un passé professionnel mais qui décident de se reconvertir et pour qui la reconversion fonctionne bien? Alors, je rejoins totalement Flo. La plupart se reconvertissent en pensant à l'entraînement perso. Et ça, c'est quelque chose. Alors, il le faut, bien évidemment, il faut l'avoir. Surtout si tu pars sur un CQP, il faut avoir quand même une passion en tant que pratiquant. Mais il va falloir l'oublier pour le job en soi. J'aime les personnes qui sortent d'un métier de service, en fait. Les personnes qui se reconvertissent parce que coach sportif, c'est un métier de service. On est au quotidien avec les gens, il faut répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Et comme tu dis, tu peux être le meilleur pratiquant, avoir les meilleures connaissances, super pointu. Mais dans le coaching, en tout cas, je parle dans le coaching de tous les jours du milieu du fitness, c'est pas ça qui marchera. Ton relationnel rejouera énormément. Et moi, je le vois, il y a de très très bons coachs, mais qui n'ont pas de clients parce que leur relationnel est mauvais et ils sont très fermés. Ils ne sont pas ouverts finalement. Ils s'ouvrent pas aux gens.
Et alors que des personnes qui sont peut-être n'ont pas les grosses connaissances d'un préparateur physique, et c'est pas ce qu'on leur demande d'ailleurs dans le coaching sportif, il faut bien le rappeler, le souligner. Mais ils sont à l'écoute, très ouverts, toujours le sourire. En fait, avoir la banane au quotidien, c'est super important, quoi. Ça répond à 90% de la demande parce qu'il y a des gens, il faut être super carré, super droit avec eux. Et c'est normal aussi, ils payent une prestation. Mais ouais, pour moi, les personnes qui sortent d'un métier de service de base et qui se reconvertissent dans le sport, en général, Je pense réussissent. que c'est super important. Bien les guider, bien sûr, par la suite, hein, entre salarié et entrepreneuriat, Hmm. qui sont deux choses totalement différentes. On y reviendra, ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut être indépendant, mais c'est encore un autre sujet là-dessus. Ouais. Ouais, non, mais je pense que tu as bien fait de ce que tu as dit, le fait que le coaching, c'est un métier de service. Ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose que tout le monde doit comprendre. Toute personne qui veut se lancer ou qui a déjà pensé doit vraiment le considérer et que la passion, juste la passion personnelle pour l'entraînement, juste parce que tu aimes t'entraîner, ça veut pas dire que c'est ce que tu vas faire. C'est même l'inverse, hein. C'est parce que c'est plus toi, en fait, qui est au centre. C'est la personne que tu accompagnes. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, du service, comme tu l'as dit. Et même si forcément d'avoir une petite expérience dans l'activité physique de manière générale, forcément va aider. Euh, Oui, mais c'est vrai on voit souvent ces parallèles qui sont faits de se dire, ah, lui, c'était un super athlète, du coup, il va être un très bon coach, alors qu'en fait, c'est des métiers qui sont complètement différents. tout à fait. Ouais. Et tu peux me sortir dans la plupart des sports, d'ailleurs, que ce soit collectif ou individuel, il y a très peu, il y en a, vous allez me sortir des cas particuliers, bien évidemment, mais il y a très peu de grands athlètes qui ont fini très bon entraîneur ou très bon coach. Donc, et là, c'est pareil. Et ceux qui aiment, en fait, ceux qui réussissent aussi, enfin, qui ne réussissent pas, pardon, qui adorent s'entraîner, ils durent finalement que 2 3 ans dans le coaching parce que finalement, Mm. ils se rendent compte que ce service-là, ça leur convient pas. C'est plus eux, en fait, ils se perdent un peu là-dedans Ça leur et coûte. ils se reconvertissent. Et tu vois, ça me fait penser à... Enfin, le milieu du fitness est quand même très particulier pour ça. C'est on pense que parce qu'on sait s'entraîner, on sera bon coach. De la même manière qu'après, quand on est coach un peu expérimenté, on pense que du coup, on pourra coacher les autres coachs et devenir mentor et roi du monde. Sauf qu'en fait, dans d'autres milieux, c'est pas parce que tu as suivi une thérapie que tu vas t'improviser psychologue. Enfin, tu vois, personne n'oserait faire ça en tant que... Mm. Ou, encore une fois, c'est pas parce que t'aimes bien manger que tu vas t'improviser diététicien. Par contre, dans le milieu du coaching, va savoir pourquoi. C'est socialement accepté que, de par son expérience personnelle, on sera naturellement un bon coach ou après même un bon, on devrait être un mentor. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes compétences qui sont mobilisées. Ouais, donc ça marche à tous les niveaux. On a ces trois étages. On a le sportif, la personne qui coach le sportif, donc le coach, et le formateur qui va former les coachs ensuite. Mais c'est vraiment, je pense que cette conversation, elle est importante parce que souvent on mélange un petit peu tout ça. On se dit, ouais, bah, il travaille dans le sport, donc en fait, ça marche à tous les niveaux. Mais vraiment, c'est important de distinguer ces différentes couches, en fait, et le fait que ben, le cahier des charges, on va dire, de chaque étage n'est pas du tout le même et les prérequis au niveau de la personnalité, au niveau des compétences, au niveau des connaissances, toutes ces choses-là vont varier, quoi. Ouais, ouais. Je trouve que la frontière est super fine aujourd'hui, en tout cas dans notre milieu, entre coach, mentor, formateur, alors que c'est trois métiers qui sont super différents. Et pour autant, n'importe quel coach qui tourne bien va se dire, maintenant, je vais me mettre à former les coachs. Mais derrière, ce sera un peu aussi un mentor, ce sera un peu un coach de coach, tu vois, on ne sait pas trop. Alors qu'en fait, c'est des métiers qui sont bien réglementés. La formation, c'est de la formation, il y a des règles par rapport à ça. Le mentorat, c'est du partage d'expérience. Le coaching, bah, c'est aussi du coaching. Et là où il y a un gros bug, à mon avis, dans l'offre de formation pour devenir coach, c'est que le mot coach sportif veut dire qu'on doit être capable de coacher, d'accompagner. C'est déjà dans le mot. Mais sauf que dans les formations, on parle que de la partie sportif. On a oublié complètement la partie coach. Et il est là le bug, à mon avis, dans la majorité des formations. Le programme d'un BPGEPS et le programme d'une licence TAPS, c'est de la science de l'entraînement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est devenir technicien, mais si t'as pas ce côté humain, si t'as pas cette capacité
à poser les bonnes questions. Enfin, personnellement, moi, je sais que il y a quelques années en arrière, je m'étais plongé plus par intérêt personnel qu'autre chose dans la psychologie et faire 2, 3 ans où j'avais vraiment bouquiné, j'avais écouté plein de podcasts, plein de vidéos, pris des notes et je sais que ça m'avait énormément. Alors, je pense que j'avais déjà. Je suis assez extraverti, j'ai pas de problème pour communiquer avec les gens, mais je sais que ça m'avait énormément aidé dans ma démarche de coaching parce que justement l'aspect psychologie individuelle est extrêmement important. Ah, t'as pas besoin d'être psychologue, hein, c'est pas ce que je dis là, mais comprendre que c'est un versant important de la manière dont tu vas communiquer avec tes coachés et que tu vas les aider, les accompagner, non seulement sur la partie sportive, mais tout ce qui se passe en dehors de la salle, c'est super important aussi. Bah, bien sûr, parce que les gens, ils viennent quand même te voir avec une exigence de résultats. Parfois, c'est des résultats un peu plus, très concrets, et d'autres fois, des choses plus intangibles. Mais de toute façon, il y a une exigence de résultat. Sauf que on sait tous que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un de faire quelque chose qu'il va le faire. C'est pas parce que je te donne un plan alimentaire écrit noir sur blanc avec le nombre de grammes que tu dois manger que tu vas le faire et que tu vas y arriver. Donc, il y a un moment, il faut aussi comprendre que dans le coaching, il y a coaching. Il faut vraiment aider la personne à trouver les ressources pour aller là où elle veut aller. Et je comprends pas pourquoi dans les formations de coach sportif, on n'accompagne pas là-dedans. Parce qu'un coach professionnel qui coach des dirigeants d'entreprise, il va jamais pouvoir y aller sans formation de coaching et sans technique. Pourquoi un coach sportif, il pourrait parce qu'il sait faire un squat et il connaît les insertions musculaires? Je trouve que c'est un milieu qui demande encore vraiment à être réglementé et à être cadré par rapport à ça. On est Hmm. beaucoup trop léger dans les formations. Bien sûr, les diplômes font pas tout, mais de manière générale, on est trop léger et on s'invente un peu ouais, roi du monde alors qu'on n'a rien, quoi. Matt, si ça tenait qu'à toi sur, disons, le 100% de la formation, quelle proportion serait allouée à quelles compétences? On a parlé là du coaching, de l'accompagnement, de la communication. On a les compétences techniques aussi. Comment tu répartirais idéalement ça si on avait carte blanche et qu'on faisait ce qu'on voulait? Alors oui, sur la théorie, pour moi, elle représenterait quand même elle représenterait la moitié, plus de 50% de la formation. Sans rentrer dans les détails finalement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des formations après diplôme où on peut se spécialiser, on peut s'approfondir. Et d'ailleurs, on apprend tout le temps dans le métier du sport. En tant que coach sportif, ce que j'ai appris il y a 15 ans, il a changé 5 ans après, il a changé encore 5 ans, et puis là encore vient de changer. Toutes les études et les contre-études font aussi que ça perd tout le monde. Hmm. Faut, ça, il faut bien le souligner. Mais 50% oui sur la base, parce qu'il faut quand même l'avoir. La communication, la gestuelle, comment parler en effet, la prise en charge, la prise en charge de son client. Euh, je mettrais plus de 25% là-dessus. Et puis, je mettrais 25% sur plus l'entrepreneuriat, le côté juridique aussi, le côté marketing, comment finalement se développer, comment trouver ses clients euh, pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendant, parce que ça, c'est très important. Je pense que déjà en BP, on n'en parle pas du tout. Alors, même si moi, à mon époque, il n'y avait aucun indépendant, très peu. En 2010, sincèrement, des coachs indépendants, il n'y en avait pas. Tout le monde était salarié de salle. Et on faisait du coaching privé dans les salles, mais il n'y avait pas non plus énormément de coaching privé, comme c'est là aujourd'hui. Mais même dans le BP, quand je vois les différents gars qu'on peut avoir ici qui ont un BP, le côté marketing et sur le côté indépendant, ils n'en parlent pas énormément. Sur le CQP, bah, ça dépend le positionnement du CQP, tout simplement. Il y en a qui vont être à fond dans la théorie et dans la spécificité de la discipline, mais ils vont pas forcément s'attaquer et parler à ce côté-là qui, mine de rien, quand on a fini son petit diplôme, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu peux connaître l'insertion de ton grand pectoral, travailler le thème, tout bien savoir, mais à qui je vais l'enseigner, ça? Donc, ouais, pour moi, le côté-là va être important. Donc, je ferai du 50, 25 et 25 parties com, marketing, juridique. Et je mettrai beaucoup de cas pratiques. On oublie aussi, il y en a où on va apprendre, ça va être apprendre les bouquins, mais les mises en situation ne sont pas assez importantes. Là, depuis qu'on est formateur avec Find dans le CQP, c'est là qu'on se rend compte, on apprend aussi, mais on voit qu'ils ont besoin finalement de ça, de faire de la mise en situation. On se rappelle tous à l'école, c'est des fois des moments quand on est jeune, ça, on n'aime pas faire de la mise en situation. C'est pour ça que le CQP va plus parler à des personnes avec de la maturité qui se reconvertissent et parce que c'est théâtral finalement de la mise en situation quand on est en formation, c'est très théâtral parce qu'on est avec son collègue, avec son formateur. Donc, ça reflète pas forcément le réel, même si
Il faut que ça s'en rapproche le plus possible. Et donc ça, c'est important pour moi. Ouais, tout ce qui est mise en situation va être primordial. Ouais, et même si c'est pas du 1-1 avec le terrain, c'est toujours mieux que de lire un paragraphe dans un bouquin. Oui, oui, bien sûr, ou de regarder une vidéo sur la vidéo, on voit pas tout, on voit pas l'ensemble du décor, en fait, Hmm. finalement. Euh, donc, ouais, c'est ce qui manque énormément, ce qui m'a manqué peut-être à l'époque, et que c'est mine de rien, avec l'expérience, bah, on l'apprend. Et si j'ai quelque chose à enseigner, en tout cas, est ce que je veux donner aux nouveaux, aux futurs coachs, ça va être ça, finalement. Et de se lancer, de ne pas avoir peur. C'est là qu'on voit aussi les personnalités, finalement, dès le départ, hein. C'est bête à dire, hein. Alors, on se trompe, mais des fois, quand j'ai vu des coachs arriver, je me doutais que ceux-là n'allaient pas faire long feu dans le métier. Et quand on est en CQP en tant que formateur aujourd'hui, c'est pareil, on se dit, bon, bah, il y en a certains, tu t'es reconverti, mais je suis pas sûr que ce soit fait pour toi. Alors, prouve-moi le contraire. Tu as 6 mois Hmm. pour prouver le contraire. Hmm. C'est fait. Mais certains sont trop fermés. Beaucoup trop. Si tu es introverti, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est peut-être là où, si tu es introverti, peut-être que tu vas bosser avec des datas, peut-être plutôt sur l'aspect quantification scientifique de Ouais. l'entraînement, etc. Mais si tu veux être vraiment faire du one-to-one, bah, tu vas être obligé de parler aux gens. Et si chaque heure, chaque minute que tu passes avec quelqu'un d'autre, ça te draine d'énergie, bah, ça va être compliqué de tenir une journée, une semaine, un mois, des années. Ouais. Exactement, tout à fait. Et c'est en ça que, tu vois, on parlait tout à l'heure du choix de tes choix de vie en tant que futur coach, parce qu'il y a autant de manières d'être coach que je coach. Finalement, un indépendant, pour vivre, il n'a pas besoin de 10 000 clients, il a besoin de 20, 30, 40 clients, peut-être un peu plus s'il fait que du online et encore. Donc en fait, c'est des micro-niches pour chaque coach et du coup, c'est hyper important d'avoir un truc qui te convient parce que comme tu le dis, si ça te coûte tous les jours de t'ouvrir, de faire la conversation à quelqu'un que tu connais pas, si tu as toute la journée, pendant 6, 7, 8 heures, quelqu'un à qui tu dois parler, mais ta batterie à la fin de journée, elle est à plat et c'est sûr qu'au bout de quelques mois, c'est fini, quoi, ce Hmm. job-là. Et comme tu dis, pourtant, il y aurait une place pour peut-être un ou une coach comme ça, derrière un ordi, à faire des planifs très carrés pour des athlètes qui sont capables de les suivre parce qu'ils ont déjà toutes les autres connaissances à côté. Donc, en fait, tout est possible en fonction de ta personnalité et de tes connaissances. Par contre, le prérequis, c'est effectivement de bien se connaître, quoi, de savoir ce qui te correspond et savoir ce que tu veux transmettre aussi, pour que ça te nourrisse au quotidien, pour pouvoir tenir sur le long terme. Comment est-ce que vous avez organisé ça dans votre CQP? Donc, vous avez parlé, Matt, tu as parlé de, on va dire, la répartition optimale que tu aurais voulu voir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu mettre en place dans le CQP? Comment vous avez orienté donc cette formation en sachant que, d'après ce que vous avez dit, vous avez quand même pas mal de marge pour faire les choses à votre sauce et pour l'organiser de la manière dont vous voyez les choses. Et Matt, avec tes plus de 15 ans d'expérience, Flora, pareil. Vous avez, j'imagine, pris toutes les choses qui manquaient dans vos formations, des choses que vous avez vues sur le terrain depuis, et essayé de mettre ça dans votre CQP. Ouais, franchement, c'est pas simple parce que même si on a effectivement pas mal de flexibilité avec le CQP, on a un référentiel qui nous dit, avec des titres assez larges, il y a ça, 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 ça dans les unités de compétences. On doit quand même s'y atteler, enfin se conformer un peu à ça. Mais dans le CQP, bah, on n'est pas à la répartition optimale qu'a donné Matt. Je pense que la partie entrepreneuriale, communication marketing, choix de carrière et tout, on est peut-être à 10% à peu près du volume de cours. Et tout le reste, c'est de la technique. Par contre, du coup, on distille tout ce côté humain au sein des cours techniques. Et du Hmm. coup, dans tous les cours techniques pédagogiques, ils sont en mise en situation tout le temps. Et du coup, c'est l'avantage de faire ça à la salle. C'est pour ça que nous, on a voulu aussi lancer le CQP. C'est parce que le CQP, il est au sein de la salle et que du coup, les stagiaires, ils viennent au sein d'une salle qui tourne. Donc, à leur pause déj, à toutes les pauses, pendant tous les cours, ils sont au milieu d'une salle qui fonctionne vraiment. Donc, en fait, ils sont en pleine immersion, ils voient vraiment à quoi ressemble le métier. Et du coup, voilà, c'est plus de la mise en situation et de la transmission interne, même si officiellement le cours, c'est un cours technique. Bah, du coup, on essaye de leur infuser quand même tout ça au milieu. Et après, c'est sûr que notre CQP, il a une couleur. On en parlait tout à l'heure. Notre CQP et le CQP de Rudy Koya, par exemple, chez qui j'étais la semaine dernière, parce que j'interviens sur la partie business, c'est pas du tout le même positionnement, ça correspond pas du tout aux mêmes personnes.
chez eux, donc chez Rudy avec Aurélien Broussal, c'est vraiment le parti pris, c'est de faire venir tous les meilleurs, on va dire, ou les personnes les plus connues qui ont écrit les livres pour parler de choses assez pointues. C'est une super vitrine, mais ça s'adresse peut-être à des gens qui ont déjà des connaissances, qui ont déjà des connaissances de base. Nous, on va mettre vraiment l'accent sur toutes les connaissances de base, plus toute la partie vive du métier, la partie entrepreneuriale, etc. Dans d'autres CQP, c'est encore d'autres positionnements. Donc, on peut, c'est vrai, quand même lui donner une couleur assez importante. Et nous, c'est ce qu'on a choisi de faire en infusant un peu au sein de tous nos cours cette partie connais-toi toi-même, on va dire et devient le coach qui pourra vivre de son activité et qui pourra durer. Bah, moi, c'était vraiment quelque chose dont je m'étais rendu compte bah, dès que j'avais eu mon diplôme, comme tu l'as dit avant. Fini le diplôme, et là, tu regardes à gauche, à droite, personne te connaît, personne ne sait ce que tu fais. Et là, c'est le moment d'aller chercher des clients, et tu n'as aucune idée de comment il faut faire parce que on t'a appris le 5 par 5, on t'a appris les pourcentages, on t'a appris l'anatomie, mais vivre du coaching, c'est pas juste connaître la théorie de la science de l'entraînement, comme vous disiez avant. Et ça, c'est chouette que vous mettiez ça vraiment en avant. Est-ce que quel profil ne correspondrait pas, du coup, Matt, à votre CQP? Est-ce qu'il y a un type de personne ou un profil à qui vous diriez peut-être, ben non, c'est peut-être pas le meilleur CQP pour toi, parce que forcément, il y a des gens pour qui ça va être plus approprié et d'autres pour lesquels ce sera un peu moins. J'ai pas envie de dire il est pas enfin pour moi il est approprié à tout le monde. Ceux qui sortent entre guillemets les jeunes, vraiment les jeunes qui vont sortir du lycée entre guillemets et qui vont avoir 18 ans et qui vont vouloir s'orienter, je leur conseillerais pas un CQP mais je dirais plutôt justement un BP ou une licence Hmm. avec lequel ils peuvent être coach. Faut pas oublier que c'est quand même un CQP, c'est quelque chose qui va plus répondre à ceux qui veulent vraiment se reconvertir finalement. Euh, il faut, même si je conseille à tous ceux qui font un CQP, d'avoir un minimum quand même de connaissances théoriques, parce que ça va très vite. 6 mois, ça va très très vite. Certains vont aller à 3 mois, ça va extrêmement vite. Mais je pourrais aussi le proposer, bien sûr, à une personne expérimentée, quelqu'un qui a déjà énormément de pratique, qui connaît tous le 5x5, les concentrés, excentriques, le tempo, tout ça. Enfin, tout ça, il peut aussi venir chez nous parce que je pense que le côté marketing entrepreneurial, lui, par contre, ce côté-là, il l'a pas. Donc, nous, on peut lui apporter ça. Et il faut pas oublier cette partie-là. Donc, il répondrait vraiment à tout type de personnes, même si les jeunes, ceux de 18 ans, j'aurais fait vraiment tous jeunes qui ont très peu d'expérience, même professionnelle, finalement aucune. Euh, je le conseillerais pas forcément. C'est peut-être une histoire de maturité et de savoir travailler aussi, tu vois. Le, Hmm. on le répète tout le temps, le CQP, il demande de vraiment bosser à côté, hein, parce qu'on a 30 jours de cours. Donc, si les élèves ils travaillent pas à côté, on peut rien faire pour eux, quoi. Il y a un moment, c'est juste pas assez. Euh, et du coup, je pense que, comme dit Matt, quelqu'un qui est très jeune, qui est pas encore vraiment habitué à faire ses recherches à côté, qui est pas encore vraiment assez autonome là-dedans, c'est un peu juste. Il y en a, hein, des jeunes qui seraient capables de faire ça, Exactement. mais quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lui donne tout dans la formation, ce sera pas forcément adapté. Hmm. Tu as parlé justement du fait que c'est pas juste les 30 heures, les 30 jours de formation, il y a du travail à faire à côté. Donc, quelles vont être les exigences pour réussir son diplôme, pour passer son CQP avec vous, par exemple? Bah déjà, il y a un stage, il y a 150 heures de stage à faire. Donc déjà, ça, c'est le gros plus aussi par rapport aux différentes formations qui existent dans notre région. Il y a les formations Hmm. suisses qui proposent peut-être une vingtaine de jours de cours, un peu moins de cours et beaucoup moins de stages. Nous, il y a 150 heures de stage où ils doivent absolument, ils sont évalués pendant leur stage sur l'accueil des publics, la façon dont ils se comportent en salle, la façon dont ils sont capables de mettre en sécurité les adhérents, etc. Donc, un des prérequis, c'est déjà de trouver un stage, donc de se faire recruter. Ça veut dire qu'ils ont déjà ce premier exercice-là. Avant même d'être coach, ils doivent aller se vendre en tant que personne parce qu'ils n'ont pas encore les connaissances techniques. Donc, ils doivent déjà, en tant que personne, passer la barrière de je dois montrer que j'ai les bonnes valeurs et le bon état d'esprit pour devenir coach et que je vais apprendre. Et ça, je pense que c'est déjà un gros atout aussi du CQP, c'est qu'on passe déjà ce premier test-là humain Hmm. euh, pour rentrer en stage. Après, ils doivent bien se comporter et démontrer qu'ils ont le savoir-être nécessaire dans leur structure de stage. Ça fait partie du gros boulot qui est à côté, finalement.
Et puis après, effectivement, tout ce qui est un petit peu approfondir les différents cours qui sont donnés. À chaque fois qu'on leur donne un cours, on va aussi toujours leur conseiller d'autres sources. Parfois, on leur donne la chaîne YouTube de Upside Strength, par exemple. Je sais pas si tu connais. C'est On leur sympa. dit, on leur dit allez voir, il y a plein de contenus gratuits. Peut-être même, vous pouvez acheter des formations aussi chez lui. Mais on leur dit, tout le réseau qu'on a créé aussi avec Find, c'est aussi ça une force, quoi. On les oriente en leur disant, va voir ce que fait telle personne, ça va résonner avec ce qu'on a vu aujourd'hui en cours, etc. On les laisse pas dans la nature en disant, démerdez-vous, faut que vous bossiez à côté. Non, on aborde plein de choses et au milieu de ce qu'on aborde, on dit, bah là, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses, mais allez creuser à tel endroit et puis on donne les ressources. Mhm. Si on revient à comment quelqu'un peut tirer le maximum d'une formation, Matt, pour toi, c'est quoi quelqu'un qui s'investit dans la formation et qui va en retirer le maximum par rapport à un autre qui en mettrait un petit peu moins du sien? On le voit, on y est confronté. Il y a la personne, on fait partie, je pense, des rares CQP, même en BP, où on va dès que tu arrives en formation, on te donne déjà 3, 4 bouquins avec lesquels toi, à côté, tu peux Ouais, c'est travailler. ça. C'est tout bête, mais moi, je n'avais pas ça et j'aurais adoré avoir ça. Il y a d'autres CQP, je suis pas sûr qu'ils l'aient. Quand ils arrivent premier jour sur leur table, ils ont un bouquin sur la natte, un bouquin sur la prépa. Enfin, ça, c'est top. Et il y en a qui vont pas les ouvrir, ces bouquins, pendant les 6 mois. Donc, tu as compris le résultat, je pense, de cette personne-là. Il peut l'avoir, hein, son CQP, mais il lui manquera quelques balles, je pense, pour après. Et il y a l'autre personne qui va s'investir dès le départ, finalement, qui va aller chercher, comme a dit Flo, qui va aller chercher les infos, creuser les infos. Nous, on a un contenu de cours, on évoque des sujets, on aborde des sujets. J'ai pas envie de dire on les survole, mais on va pas non plus rentrer, approfondir certains sujets. Ça passe tellement vite qu'on ne peut pas, en fait, finalement, le faire. Et donc, ces personnes-là, on va leur dire, on se revoit dans 15 jours. Bah, sur 15 jours, si vous voulez plus travailler, enfin plus savoir comment différentes méthodes d'entraînement, on va pas tous les aborder ensemble. À vous d'aller telle page, tel chapitre, vous instruire en fait finalement. Mhm. La différence, elle est là. Et puis, il y a aussi forcément les personnes dans la structure de stage. Il y a celui qui va observer, et enfin, observer et être attentiste, et il y a celui qui va être demandeur. Et il faut être très rapidement demandeur. Alors tu vas me dire, oui, mais est-ce que tu es prêt au bout d'une semaine à rentrer en stage et déjà et être capable d'encadrer une personne? Je te dis non. Mais tu peux accompagner un coach et démontrer quand même un mouvement avec cette personne. Tu peux l'accompagner. Certains vont aller plus vite que d'autres. Et la personnalité va jouer énormément. Il y a Mhm. celui qui a envie au bout de 6 mois de directement travailler. Et tu as l'autre qui se dit, bon, bah, j'ai mon diplôme et j'attends, quoi. Genre, je dis, comme tu as dit tout à l'heure, je regarde à droite, à gauche. Je sais pas si je vais trouver mes clients, mais bon, ça va bien tomber, ça va peut-être tomber du ciel un jour. Le fameux quart de personnes en surpoids qui t'attendent devant l'école. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ouais, en gros, c'est comme toute chose. Plus tu t'investis dedans et plus tu en retireras aussi quelque chose pour toi. Et des fois, c'est aussi simple que poser une question si t'es pas sûr. Je dirais presque souvent, c'est ça qui peut limiter certains, hein, le fait d'avoir peur de montrer qu'ils savent pas en posant une question. Alors que si tu arrives à franchir cette barrière et simplement se dire, OK, ah là, je comprends pas, je pose la question, tu vas avancer tellement plus vite, tu vas comprendre tellement plus rapidement. Et le fait que tu t'investisses dans le processus en ouvrant ta bouche et en formulant des choses et en essayant de les intégrer, ça peut faire vraiment toute la différence. C'est presque aussi simple que ça. Ouais, et je pense que ces personnes-là, justement, vont plus vite réussir dans le métier, vont peut-être plus perdurer aussi, parce que finalement, dès le départ, ils cassent cette barrière, comme tu dis, d'oser, en fait. Ils osent et ils vont apprendre plus rapidement que les autres. Alors, l'autre qui n'ose pas sortira aussi peut-être diplômé, fera peut-être quelques années, ou peut-être que je me trompe et réussira toute sa vie. Mais la plupart, faut être franc quand même, celui qui s'instruit, celui qui creuse, qui a envie d'aller plus loin que ce qu'on peut voir en formation, dans la logique, lui, il réussit, hein. Enfin, il n'y a pas de raison qui ne fonctionne pas. En tout cas, il a tous les outils en main pour réussir. Mm. Ouais, et c'est pas que creuser, comme on disait, la partie technique, c'est aussi pratiquer du coup. C'est se mettre en situation le plus souvent possible. Se projeter dans le truc et se mettre en situation le plus souvent possible.
Mais c'est pas évident, tu vois. Nous, on le voit avec nos élèves, on les met tout le temps en situation. Bon, Matt est un peu comme ça aussi dans la formation de nos apprentis, mais je trouve que c'est super. On les balance un peu, on les jette un peu dans la cage au lion, tu vois. Ils ont des connaissances de base et on leur dit, vas-y, fais un programme. Et du coup, ils sont tous là. Ah, mais tu sais, ce côté aussi un peu franco-français de ah, mais ça va, mais on n'a pas du tout assez de connaissances pour faire ça, mais on est complètement paumé, mais ça va pas. Vous nous avez pas transmis ci ou ça, on n'est pas capable de faire. On a dit, mais en fait, là, vous êtes en formation. L'exercice qu'on vous demande de faire, c'est un exercice. Ça fait partie de la formation de faire sans savoir. On veut juste voir comment vous réfléchissez, comment vous vous débrouillez, comment vous faites quand vous savez pas. Parce que de toute façon, on ne pourra pas tout vous apprendre. Et donc, on ne pourra pas passer en revue tous les cas potentiels de clients qui vont arriver, toutes les pathologies potentielles, c'est impossible. Donc, le truc, c'est de voir déjà, bah, quand tu sais pas comment tu cherches, comment tu fais. Et notre formation, elle est très axée là-dedans. On leur balance un peu des trucs avant, et puis après, on revient dessus, on explique pourquoi, et on revient beaucoup sur les façons de faire, les façons de chercher, les façons de poser des questions, comme tu disais. Et c'est un peu perturbant hein, au début, tu vois. Parce que c'est pas écrit. Enfin, y a pas un. Comme je disais ce week-end pour mes enfants, il n'y a pas de mode d'emploi IKEA en fait. Tu vois, ça marche pas. Ni pour être coach, ni pour s'occuper des enfants. Ouais, c'est ça, il y a les principes qu'on apprend et après il y a la communication et je pense la pensée critique qui joue un rôle quand même très très important. C'est savoir décider aussi à un moment donné qu'est-ce qui importe plus que, parce que, enfin, on peut tout justifier et son contraire. Mais après, c'est prendre la bonne décision au bon moment pour la personne qu'on a devant soi ou pour la personne avec qui on travaille. Et donc je pense que c'est génial ce que vous faites de les lancer un petit peu dans comme on dit, la partie un peu plus profonde de la piscine, comme on dirait en anglais, et de les laisser patauger un petit peu. Et voilà, t'as la perche, ils ont les manchons, c'est bon, ils vont pas couler. Mais je pense que ça te permet aussi de rapidement, en tant qu'élève, te confronter à la réalité de là où, qu'est-ce que tu dois pouvoir faire à un moment donné et de se dire, OK, moi je suis là et je vois qu'il me manque tout ça, mais au moins tu l'as tout de suite en visuel et tu sais que, OK, ben ça c'est ce que je vais devoir combler, ça c'est ce que je vais devoir apprendre, compléter, plutôt que, comme tu l'as dit, juste faire en fait ce que tu sais déjà faire. T'avances beaucoup moins vite. Alors c'est moins confortable forcément hein, de devoir patauger un petit moment et de devoir essayer de voir comment ça fonctionne, même si t'as pas tous les outils. Mais voilà, ça a l'avantage de te mettre tout de suite dedans et tu sais à quoi t'en tenir au moins pour la suite. Ouais, leur sortir de la zone de confort, en fait, leur zone de Ouais. confort, et les faire réfléchir un peu finalement. Aujourd'hui, on mâche beaucoup, il y a beaucoup de formations où le travail est tout mâché, et il y a juste à boire finalement l'information. Mais je pense qu'on est un métier où l'improvisation est super importante aussi. Quand on est dans une salle, il y a tout l'environnement, il faut s'y adapter. Et il y a plein de choses qui se passent qui font que, bah ouais, il faut improviser. Il faut être capable de sortir une séance un peu des fois last minute. Il faut être capable de. Il y a plein de choses comme ça qu'on oublie. Donc c'est vrai que j'ai été formé comme ça, où on m'a balancé devant des publics, devant du 20, 30 personnes. Et bah démerde-toi. Et 10 minutes avant, hein, quand c'est vraiment limite, bah là c'est un peu pareil. Je forme mes gars comme ça, mais dans le CQP, c'est ce qu'on essaye de mettre en place aussi. Ça râle un peu, mais après, ils sont contents. Ouais, mais surtout au niveau de l'état, tu vois, on parle beaucoup de savoir-être. Je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit et de l'humilité des gens qui sortent de formation, quand tu as fonctionné comme ça, je trouve que ça donne des gens qui sortent en étant conscients qu'ils savent pas tout et puis qui vont devoir s'adapter. Et ce que dit Matt, je trouve que c'est très vrai. Quand tu sors d'une formation où on t'a tout donné, t'as tout appris par cœur et puis tu dis c'est bon, je sais, et t'as eu ton diplôme, bah, ça fait des gens qui sortent en se disant c'est bon, je sais. Ça fait pas des gens qui sortent en se disant qu'ils ont encore des choses à apprendre. Et bah, c'est très grave, je trouve, des gens qui sortent en se disant c'est bon, je sais tout. Et tu sais, il y a cette fameuse courbe de la connaissance, je me souviens plus du nom, mais où, Dunning-Kruger. voilà, au début, tu penses que tu sais tout, puis après, tu commences à te rendre compte que tu sais peut-être pas tout. Et puis, au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, tu pourras jamais tout savoir et qu'il faut juste apprendre aussi petit à petit. Et voilà, on a un gros, je vais pas dire un gros problème, mais l'ego est quand même très présent dans notre milieu. Et je pense que c'est aussi important de leur insuffler ça, Mhm. que c'est pas l'ego le plus important, l'important c'est de s'adapter aux situations et aux gens qui sont en face. Ouais, et moi, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte après quelques années, c'est que
plus rapidement tu acceptes que tu peux pas tout savoir et que tu sauras jamais tout en fait, et plus rapidement tu cherches en fait cet inconnu comme une opportunité pour t'améliorer, plutôt que de le voir comme un manquement de ta part parce que je sais pas donc je suis pas compétent. Non, c'est je sais pas donc je peux apprendre quelque chose. Hein. Et ça, je trouve, c'est super enrichissant une fois que tu t'arrives à switcher dans ta tête de te dire, bah, si je comprends pas quelque chose, c'est pas grave, je vais l'apprendre, je vais le comprendre, ou en tout cas, je vais essayer. Et ça va simplement bah, rajouter des pièces à mon puzzle. Et petit à petit, mes connaissances vont continuer à grandir comme ça. Ah ouais. Et en tant qu'élève, plus vite tu passes le switch aussi de, comme tu dis, j'ai l'opportunité d'apprendre à la place de je sais pas, c'est de la faute de mon formateur. Vous m'avez pas appris ça. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Le premier réflexe, il est là. C'est j'ai payé une formation et je sais pas ça. Pourquoi je sais pas ça? C'est de ta faute, t'es pas un bon formateur. Le premier réflexe, il est là. Mais on leur en veut pas, c'est normal. C'est instinctif de faire ça. De se dire, bah, si je sais pas, c'est de ta faute. Mais la mise en situation fait qu'ils vont l'apprendre par eux-mêmes et ce sera un meilleur outil pour eux. Euh, pour continuer un petit peu sur ce versant-là, Matt, pour ben, ceux et celles qui voudraient apprendre un petit peu plus justement sur l'aspect pratique, donc toi tu fais le baptême du feu, hein, tu les mets dans la cage au lion et ils se démerdent. Quel conseil tu pourrais donner à ceux et celles qui veulent justement apprendre un petit peu plus là-dedans? Quel serait une bonne étape pour commencer ou des situations dans lesquelles on peut se mettre qui vont nous aider à comprendre la réalité du terrain et à se confronter à ce genre de choses, même si on n'est pas 100% prêt, comme tu l'as dit. Peut-être que la personne n'a pas toutes les connaissances techniques pour encadrer une séance entière, mais quels sont les éléments que cette personne peut déjà commencer à prendre en charge ou à réfléchir? Moi, j'aime beaucoup, enfin, quand je le vois avec tous ceux qui sont en formation, hein, déjà, c'est lors du stage hein, qu'ils vont pouvoir faire ça. C'est Mhm. quand ils sont en structure avec leur tuteur. Euh, mais moi, je le vois avec tous ceux que j'ai pu voir passer, entre guillemets. J'aime les étudiants qui viennent te dire en maths, j'ai déjà préparé l'échauffement pour ton cours. Ou maths, j'ai déjà préparé, j'ai pensé à une petite mobilité là pour la personne que tu as en coaching, là, même s'ils ne sont pas forcément avec moi sur mes CP, sur mes coachings privés, en tout cas sur mes small groups, ils le sont, sur mes cours aussi. Ça, j'aime. Ça, c'est quelque chose où tu vois qu'ils ont envie. Et c'est pas à toi, entre guillemets, en tant que tuteur, ou même s'il y en a, ils vont dire, bah, si c'est votre rôle, non, c'est pas que notre rôle. On a aussi d'autres choses. On a un business à tourner, on a une salle à gérer, je sais pas, plus de 1000 adhérents à gérer dans la salle. Il y a plein de choses qu'il faut. On n'est pas que là pour notre stagiaire. Et donc, oui, c'est à lui aussi de venir un peu nous voir pour s'intéresser à lui. Et ça, par contre, là, quand un stagiaire fait ça, ça me donne envie de passer du temps avec lui. Ça me donne envie d'approfondir avec lui, ça me donne envie de l'accompagner, de lui donner deux, trois petits tips. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est soyez demandeur, en fait, et anticipez, anticipez la demande de votre tuteur, finalement. Vous savez qu'il va vous demander ça à un moment. Vous savez qu'il va vous demander de préparer une séance, de préparer soit le corps de séance ou soit la partie mobilité ou la partie échauffement. On y passera tous, on y est tous passés. Ça, si on l'anticipe, c'est déjà un bon point. Et je pense que ces personnes-là apprendront beaucoup plus rapidement. Ils seront mis en situation beaucoup plus rapidement dès les premiers jours de leur stage. Bah, ils vont gagner un temps fou parce que certains vont mettre des mois. Alors en BP, il y en a, ils mettent des mois avant ça. Et en CQP, bah, ils se font en semaines alors que tu peux gagner en jours, tu vois. Mhm. Et pour moi, ça, c'est primordial. Mais c'est la personnalité de chacun. Et comme je disais, le CQP va répondre à des gens déjà un peu matures, à une maturité, à une expérience un peu professionnelle. C'est beaucoup plus dur, ça, pour quelqu'un qui sort du bac, qui sort du lycée ou autre, hein, mais qui est jeune. Elle n'a pas cette expérience-là, finalement, professionnelle. Tu as eu tes petits Mhm. jobs d'été, mais jobs d'été, tu as juste fait le robot, hein, tu as fait ce qu'on t'a demandé. Et là, il faut aller plus loin. Donc, mais après, voilà, comme je disais, ça dépend aussi de la personnalité des gens. Il y en a à 18 ans, ils sont déjà demandeurs de dingue, hein. Mhm. Et ils foncent dans le mur d'ailleurs, parce il y en a, ils n'ont pas peur. Donc, c'est vrai, clairement, hein, ils foncent dans le mur, ils oublient toutes les étapes. Mais je préfère quelqu'un qui brûle les étapes des fois, et tu es là, toi, pour le recadrer, c'est ton Mhm. rôle, que quelqu'un qui reste assis dans le canapé ou à l'accueil et qui attend le client et qui fait rien de sa journée, quoi, finalement. C'est plus facile de rediriger ou de brider un peu quelqu'un qui bouge déjà dans une direction que de Ouais. faire avancer quelqu'un qui bouge pas.
Mais c'est même cool d'ailleurs. C'est même cool ouais, à brider, comme tu dis. Ouais, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus enrichissant comme expérience que d'essayer de le tirer par les rênes. Vas-y, avance, avance, avance. Ouais. Donc c'est très générationnel et il y a aussi très générationnel, mais de la maturité, comme on Hmm. l'a dit au départ, Ouais, quoi. donc, initiative, responsabilité, c'est des qualités, des intentions aussi qui vont être très très importantes pour réussir. Ouais, ouais, tout à fait. Il faut déjà qu'il y ait un moteur, en fait. Tu vois, Hmm. quand tu parles de ta... Quand tu as mis ton image, là, je me dis, mais en fait, il faut déjà qu'il y ait un moteur. Il y a des gens chez qui il n'y a pas de moteur. Donc, la première chose, c'est déjà, trouve ton moteur. C'est quoi ton moteur? Et après, s'il va trop vite, trop fort, un peu trop à droite, un peu trop à gauche, bah, il y a des tuteurs, des accompagnants, des mentors, des formateurs qui vont t'orienter. C'est pas un souci. Mais il faut déjà qu'il y ait un moteur, quoi. Tu peux pas juste être là, et attendre. Mhm. Si on parle un petit peu de la suite maintenant, donc vous l'avez dit avant, il y a plusieurs moyens d'exercer la profession de coach. Matt, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes filières dans lesquelles on va pouvoir s'inscrire ensuite? Il y a forcément devenir salarié dans une salle, travailler comme indépendant dans une salle ou plusieurs, être entrepreneur. C'est des voies qui sont quand même assez différentes les unes des autres. C'est un peu, ça balaye tout le spectre. Est-ce que tu peux nous parler, faire un petit survol des trois, s'il te plaît? Le côté salarié, salarial du coach sportif, il est de moins en moins présent. Il l'a été énormément. Je pense que quand on était dans ce métier-là, au départ, tout le monde a été salarié. Un salarié, après, voilà, tu vas pas faire que du coaching privé, tu vas pas faire que du cours. Il faut aussi voir cette partie-là. Il y a la partie commerciale, il y a la partie entretien de ta salle, forcément, de où tu travailles. Alors, il y a des salles où tu le feras pas, hein, ça dépend aussi du positionnement de chaque salle. Il y en a, tu vas être salarié et tu vas jamais toucher à une lingette et un chiffon. Et il y en a où ils feront jamais non plus de commerce et ils vont se concentrer que sur les cours et le coaching privé. Mais bon, Combien de cours vont donner? 35 heures, c'est quand même chaud de faire ça. Donc, tu es obligé de toucher quand même un peu à tout. Tu fais de l'accueil, tu fais de la permanence, la surveillance plateau. Donc ça, c'est le côté ouais, salarié, le côté indep. Euh, le côté indep, donc tu as deux manières. Tu as un dep en extérieur, hein, tu vas chez les gens, tu fais du one-to-one, tu vas dans un parc, tu fais, voilà, ça, tu peux le faire. Et tu as l'indépendant qui va être en salle. En général, l'indépendant là paye un loyer. C'est même pas en général, c'est... Ouais, si, il peut y avoir des cas un peu particuliers, mais tu payes un loyer et tu gères ta clientèle. Il y a des endroits où la salle va te donner des clients, en tant qu'indep, et il y a des indeps où, OK, tu as le droit d'utiliser notre plateau, d'utiliser notre structure, mais par contre, les clients, bah, nous, on ne te donne rien, soit tu les amènes, soit tu les cherches, quoi. Toi, de trouver tes clients, tes propres Mhm. clients. Euh, c'est ce côté-là qu'on ne parle pas assez, qu'on n'explique pas assez, et qu'on n'oriente pas, on va pas aider les nouveaux diplômés là-dessus, les futurs coachs. Donc il y a ça et il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai oublié un peu le Ouais, il y a ceux qui positionnement. font un peu de Et coaching en ligne. alors oui, il y a le coaching en ligne aussi, bien évidemment. Ça fait pas vivre au début, quoi. C'est compliqué aussi, il y en a beaucoup, hein. L'indep, quand je mets l'indep, il est là-dedans. Il y a l'indep un peu de terrain et il y a l'indep, enfin on va dire un indep hybride, quoi. Il va vouloir faire du terrain et faire un peu de comment sur les réseaux. Parce que lui, il est sur les réseaux et il a vu un mec réussir et vendre et faire 10 000 € par mois. Et du coup, il se dit, waouh, du coup, moi, je veux faire ça aussi. Qu'est-ce que Et vous pensez, qu'est-ce que vous pensez du fait de faire de proposer du coaching en distanciel quand on n'en a jamais fait en présentiel? je suis pas, je vais dire, je suis de la vieille école, mais je suis pas forcément pour. Ouais, pas du tout. Après, bon courage, hein. Enfin, tu peux essayer, hein. Tu peux te lancer, hein. Vas-y, hein, essaye. Mais je pense que tu bosseras à Decathlon 30 heures à côté aussi, quoi. Tu vois, je pense que tu auras un autre métier. Tu seras sur les deux tableaux, en fait. Au départ, hein, je parle au départ. Ou alors, tu es un influenceur déjà de base et chapeau, quoi. Et ça, ouais, j'y crois pas trop. Et puis, Laura? après, voilà, c'est comme dans tout le sport, il faut aussi utiliser les méthodes d'entraînement sur soi, il faut les connaître un minimum avant de juste faire quelque chose en ligne. Il y en a plein hein, qui vont vendre, mais qui n'ont jamais essayé les programmes. Hmm. Ils savent pas, en fait. Le relationnel, il y a un questionnaire qui balance, ils n'ont jamais vu la personne finalement en physique, ils ne sont pas intéressés à elle comme tu peux le faire en one-to-one et en présentiel. Et d'ailleurs, dès ta première, t'apprends.
sur les premières semaines, les premiers mois de coaching, tu apprends à connaître à chaque fois, à chaque séance, tu apprends des petits détails qui t'avaient pas dit lors du premier entretien, qui fait que tu peaufines ta séance encore au fur et à mesure et ton suivi. Ça, on l'oublie aussi un peu. Ouais, je pense que ça, c'est un gros souci avec le distanciel, surtout quand tu n'as pas fait de présentiel ou tu n'as pas cette expérience-là. C'est que bah, on en revient à tableur Excel, programme, tu balances et c'est comme sur le papier, mais on oublie toute la composante individuelle, psychologique, les habitudes au quotidien, toutes les choses qui vont au final faire ou défaire le succès du programme. Parce qu'on sait que c'est pas juste c'est pas parce que tu écris un bon plan d'entraînement que la personne va réussir et atteindre ses objectifs, c'est l'implémentation du plan dans leur contexte individuel, de plus qui peut changer au fur et à mesure des semaines, des mois. Et je pense que moi, enfin, je vois aussi ça comme un problème, le fait de tout de suite vouloir se lancer en ligne sans avoir fait de présentiel et de se dire qu'en fait, c'est des chiffres et faut juste que les gens ils fassent les répétitions et puis ça va fonctionner parce qu'on perd tout cet aspect humain en fait, qui, comme si on revient au début du podcast, l'aspect humain, c'est le centre du coaching. Et ça dénature au final le coaching. Après, tu peux le faire bien, bien entendu, mais je pense que cette expérience de terrain, elle est quand même vachement importante. Elle est très importante. Ouais. Ouais, et puis je pense que le coaching en ligne peut être accessible à, comme on disait, des gens qui sont dans des niches ultra techniques et où ils s'adressent à des athlètes, par exemple, qui savent déjà comment implémenter ce genre de programme, etc. Après, je pense qu'un coach, un ou une coach qui veut faire que du en ligne, il va peut-être réussir à vendre parce qu'aujourd'hui, tout se vend sur Internet avec un bon marketing. Par contre, la fidélisation, c'est autre chose. Et les Mm. résultats, c'est autre chose. Et le dernier point, tu parlais de l'implémentation dans le contexte. Ça me rappelle en entrepreneuriat, on dit toujours que ton idée, elle vaut rien. La seule chose qui vaut de l'argent, c'est comment tu as réussi à la mettre en place et à la Mm. faire vivre. Mm. Je pense que tu l'as déjà vu plein de fois autour de toi, le nombre d'entrepreneurs en herbe qui te disent, ouais, mais lui, il a piqué mon idée et en fait, j'avais la même idée de boîte et il l'a fait avant moi. Ouais, bah en fait, dans ces cas-là, fallait le faire. Et la question, c'est pas quelle est l'idée, la question, c'est comment tu vas le mettre en place, qu'est-ce que tu vas transmettre à travers ça, etc. Mais ouais, ça nous amène aussi, je pense, le troisième moyen de faire du coaching que Matt n'a pas mentionné, parce que c'est aussi un super moyen d'évolution derrière et de donner une suite, c'est d'ouvrir ta structure. Et tu vois, d'être vraiment entrepreneur. Et pour le coup, moi, les coachs indépendants, j'appelle pas ça vraiment des entrepreneurs, j'appelle ça des indépendants. Ils sont salariés d'eux-mêmes. Si demain ils veulent arrêter de travailler, ils peuvent pas, parce Mm. que ils sont salariés d'eux-mêmes. Entrepreneur, pour moi, c'est différent de ta personne individuelle. C'est la création d'un projet qui ne dépend pas que de toi. La création, pourquoi pas d'une structure, mais ça peut être aussi d'un collectif ou d'autres choses ou d'un site qui va permettre de générer des programmes, par exemple, même si on l'a dit, c'est pas idéal. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est encore différent. C'est la création d'un projet un peu plus grand que toi-même, quoi. Plus grand que juste toi. Pour certains, voilà, ça peut être l'ouverture d'un studio, par exemple, ou d'une Et, salle. Et là, c'est encore d'autres questionnements. ouais, et peut-être aussi d'autres personnalités, d'autres prérequis ou d'autres besoins en tout cas dans ce que tu es prêt à investir parce que à ce moment-là, si tu prends cette voie-là, c'est pas juste tu vas pointer, tu fais tes heures, tu rentres chez toi et tu passes à la suite. C'est quelque chose qui va. Et je sais que le mot entrepreneur et le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui a un peu le vent en poupe. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut ouvrir sa boîte, mais c'est important aussi de dire que c'est pas fait pour tout le monde et que si tu décides d'être salarié ou indépendant, c'est pas que tu es une moindre personne par rapport à quelqu'un qui aurait été entrepreneur. Ouais, carrément. Mais moi, ouais, je trouve que ce mot entrepreneur, il est hyper galvaudé, tout le monde l'utilise. Et je trouve hyper dangereux aussi tout ce qui est communiqué sur pour être un bon entrepreneur, faut rien lâcher, faut bosser comme un ouf. Et je trouve dangereux cette philosophie du no pain, no gain dont on a parlé aussi dans notre podcast qu'on a fait ensemble et où tu partageais aussi un peu ce burn-out que tu as eu. Je trouve que c'est super important d'avoir un entrepreneuriat qui te ressemble. Et si tu es prêt à prendre les responsabilités qui vont avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire bah, les heures, la responsabilité du travail, la responsabilité financière, parfois matérielle et autres, bah, il faut aussi être capable d'avoir ce recul, de prendre aussi le bon côté qui est le côté de la liberté.
de la liberté d'organiser ton emploi du temps comme tu le veux, etc. Et de gérer tes projets et de créer ou fermer et faire disparaître des projets qui te conviennent plus. Et ça, c'est super important, à mon avis, d'avoir bien en tête ces deux trucs-là. Et quand t'es indépendant ou que ton job dépend de toi-même, t'es salarié de toi-même, donc c'est presque au niveau liberté, on n'y est pas tout à fait, quoi. Donc, il faut aussi s'enlever ce rêve absolu de devenir indépendant, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce que tu as dit avant au niveau des idées. Enfin, on est 60 par jour des idées, mais c'est pas ça qui fait que quelque chose fonctionne ou pas. Hein, c'est aussi ensuite savoir s'investir sur le moyen long terme dans quelque chose, pas changer de cap et voir si tu arrives à la porter à fruition et faire en sorte que bah, le concrétiser au final, l'implémenter de manière concrète. C'est pas une idée qui fait quoi que ce soit. Mais c'est intéressant tout ce que vous avez dit sur les différents versants. Et je voulais revenir aussi un petit peu sur bah, cet aspect communication, marketing. Quels sont les points que vous mettez en avant dans votre CQP en priorité pour essayer de donner le maximum de clés aux personnes, aux jeunes coachs aux moins jeunes coachs que vous formez vis-à-vis de ce versant-là qui est alors, je dirais presque qui est incontournable parce qu'il faut savoir se vendre même si tu travailles dans une salle, hein, c'est très très important, mais qui peut-être ouais, certains gens aiment pas parler de vente, ce genre de choses, ça les met mal à l'aise. Moi, je sais que j'avais fait un module complet là-dessus dans mon mastermind endurance. Et il y a certains qui ont adoré, et il y en a d'autres qui ont dit, ouais, non, moi, je suis allergique à ça, ça me va pas du tout, j'aime pas ça. Mais si on veut réussir sur le long terme, c'est quand même des notions qu'il faut avoir. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans le CQP? L'accueil client, quand tu dis au départ, elle est super importante finalement, que beaucoup de coachs n'abordent pas ou on n'aborde pas dans les différents diplômes. Et l'accueil client, le renseignement, et du coup, quand on dit accueil, ça va comment découler sur bah, l'offre commerciale que toi tu proposes ou que ta salle, ta structure propose. Donc nous, déjà, on a mis énormément de mise en situation dès le départ. La première semaine, on a commencé à une semaine complète le CQP. Et les premiers jours, on a énormément abordé ça, finalement, la prise en charge d'une personne, mais avec aussi, avant la prise en charge finalement du client, tu l'as déjà, cette partie commerciale. Et ça, on l'aborde même avant même de savoir un 5x5, comme tu dis, quel est l'intérêt du 5x5. Tu vois, ça, on le voit largement après. Donc, les premiers jours de formation, ouais, on axe énormément là-dessus. Et pourquoi on veut l'amener, on veut axer ça. Pour nous, c'est important finalement de passer par ça. On l'a vu avec les différents coachs qu'on a pu avoir, nous, dans notre salle ici. On en a un qui est typiquement un indépendant et qui est, lui, avant, enfin, il a été dans une salle, il avait jamais de commande de clients. Il Mhm. payait un loyer, mais il n'arrivait pas à trouver de clients. Rien. Et puis, on lui a donné sa chance ici avec un peu de remplacement. On lui a amené les clients et finalement, il les a fidélisés. Il est très bon techniquement. Techniquement, c'est l'un des meilleurs. Sincèrement, il connaît énormément de choses. Une fois qu'il est dans la séance avec le client, il est top. Par contre, en amont, moi, je lui dis encore aujourd'hui, t'es nul. Mais je lui dis ouvertement comme ça. Je dis, c'est ton gros point faible. Alors, c'est son tempérament. Il est très Mhm. introverti, un peu timide. Il le sait qu'il est là-dessus. Il le sait. Il le sait et il essaye. Qu'il n'ose pas encore. Quand je suis à côté, il n'ose pas. Il a peur quand je suis à côté. Donc, il faut le laisser un peu seul dans sa galère. Et c'est là que des fois, on réussit le mieux. Mais donc, lui, c'est ce qui lui a manqué finalement. Il a une licence, il a fait plein de Il a fait formations à deux droite, BP, il a fait 2 BP, ouais, il a Mhm. plein de des petites mentorats. formations, des mentorats à droite à gauche. Non, le gars est vraiment calé. Mais il n'a pas fait de mentorat vente, quoi. Ouais. Je rigole quand je dis Si, ça. Attends, non, mais le pire, c'est qu'il y en avait, je vais pas citer de nom, mais il y a cette partie-là dans le mentorat qu'il a suivi et qu'il a payé très cher. Il y a des formations ventes dans le regroupement à qui il a payé un loyer pendant des mois. Et là, Mhm. pareil, je donnerai pas de nom. Mais pour autant, il n'avait pas assez pratiqué et c'était pas vraiment sa nature. Et donc, tu vois, tu disais, il faut aussi que ça te corresponde. Bah, je pense que lui, comme d'autres, ce qui leur correspond au début, c'est peut-être d'accepter d'être un peu moins payé, mais qu'on leur donne les clients. Parce qu'en Mhm. fait, la possibilité de gagner plus en étant complètement indépendant, en n'ayant personne qui te donne les clients, elle était présente. Sauf qu'en fait, il n'y arrivait pas parce qu'il ne savait pas faire.
Donc, il a payé un loyer dans le vent pendant des mois avec des milliers de techniques sur comment attraper ses clients. Mais lui, ça lui correspondait pas. Il était un peu allergique, tu vois, comme certains que tu as eu. Et donc, au final, qu'est-ce qui a marché finalement? C'est que nous, la force de frappe de la salle, on a beaucoup de clients qui arrivent et on peut pas toujours traiter tout le monde. Donc, on lui a donné les clients, on l'a mis dans le bain et il est en train d'apprendre sur le tas pendant qu'on lui donne les clients. Ce qui fait que il est un peu moins payé à l'heure parce que forcément, du coup, c'est nous qui amenons les clients, c'est nous qui faisons la communication, la Mm. gestion administrative et tout. Mais il bosse. Il bosse, il apprend et petit à petit, il fidélise et il apprend ce que c'est que de vendre et de fidéliser sur le terrain. Et il a aussi la sécurité. Il gagne un peu moins à l'heure, mais il paye pas de loyer non plus. Donc, il a une grosse sécurité en tant qu'entrepreneur qui démarre. Mm. Et on en a deux comme ça, trois même comme ça, des indépendants à la salle à qui on a proposé, on a dit, est-ce que tu veux payer un loyer et gérer tes clients ou est-ce que tu veux, et même on pourrait leur donner les clients. Donc, est-ce que tu veux payer un loyer et tout gérer ou est-ce que tu veux qu'on te paye à l'heure et qu'on t'amène les clients? Et ces trois-là, ils nous ont dit, nous, moi, j'ai pas encore la sécurité financière et la sérénité pour avoir cette charge-là. Je préfère que vous m'ameniez les clients. Mm. Et c'est OK, en fait. Et je pense que ce qui fait la force du développement de la salle, et du management qu'on a avec Matt, c'est qu'on peut s'adapter à la personnalité de chaque personne. On peut leur proposer d'être salarié, on peut leur proposer d'être indépendant à qui on donne le job et on peut leur proposer d'être full entrepreneur parce qu'on saura aussi gérer avec ça. Et c'est vraiment chouette de voir que ben, vos décennies d'expérience combinées se manifestent dans une plus grande flexibilité aussi vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez, des gens qui vont travailler pour vous. Là où peut-être dans d'autres structures, ben, t'es mangé à une sauce, quoi. T'as une option, c'est ça. Si t'es pas content, tu jartes et tu vas autre part. Mais de voir que vous avez la possibilité de moduler et aussi de faire évoluer au cours du temps, parce que j'imagine que peut-être que les configurations vont changer pour ces différents coachs dans les mois et les années à venir et que vous serez capable de les accompagner là-dessus parce qu'ils montrent la force aussi de votre structure et de tout ce que vous avez mis en place. C'est vraiment chouette de voir qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, mais on en revient à ce que vous disiez tout au début, c'est connais-toi toi-même. Comprends tes forces, comprends tes faiblesses et tu seras plus à même d'aller dans la bonne direction, de faire les choses dont tu as besoin, peut-être de demander de l'aide là où tu en as besoin également, et au final, à en ressortir comme tout le monde veut avec les meilleurs résultats possibles. Ouais, et puis tu vois, on reparlait des tâches. Tout à l'heure, tu faisais bien les tâches entre le pratiquant, le coach et le coach de coach. Bah, nous, c'est un peu pareil entre les staffs, tu vois, ils sont, et je sais plus comment je voulais tourner ça, mais ils sont avec nous ici, et puis petit à petit, ils peuvent évoluer en fonction de comment ils se connaissent. Après, ils peuvent devenir formateurs. Euh, Parce que au final, mieux ils vont se connaître, mieux ils vont savoir comment ils veulent évoluer. Et c'est comme ça que nous, on fidélise notre staff. C'est de la même, on va conseiller la même chose à un coach pour fidéliser ses clients. Connais tes clients et essaye de comprendre de quoi ils ont besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, ton client, il a besoin de zone 2 et que dans 3 mois, il va te demander de faire de la perf en CrossFit. Bah, va falloir qu'en tant que coach, tu puisses t'adapter à ça si Mm. tu veux rester son coach. Sinon, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Mm. Bah, nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des indépendants qui, pour certains, veulent être un peu, entre guillemets, maternés. Mais demain, ils vont très probablement avoir envie aussi de voler de leurs propres ailes. Il faudra qu'on sache leur proposer quelque chose, sinon on va les perdre. Ouais. Alors que dans certains, dans les réseaux de coach notamment, bah, ils payent leur loyer, mais ils sont toujours en dessous parce qu'il faut qu'il y ait le pourcentage qui remonte. Bah, ces gens-là, au bout d'un moment, ils partent. Et c'est con parce que tu les as formés et puis du coup, après, ils s'en vont. Donc, nous, on essaye de toujours avoir des formules qui conviennent à chaque étape du développement personnel et professionnel des gens qui travaillent avec nous pour pouvoir fidéliser. Et c'est ça qui fait qu'on a commencé à deux et qu'aujourd'hui, on est 26 en comptant l'organisme de formation. Mm. Ah, c'est vraiment super à voir et je pense que c'est un beau témoignage du fait qu'il faut savoir s'adapter, il faut être flexible et que ben, si tu donnes la chance aux personnes de réussir comme vous le faites, il y aura forcément plus de réussite que si tu restes rigide et que tu donnes pas cette possibilité-là. Et ça évolue également avec l'air du temps, hein, comme vous l'avez mentionné avant.
des indépendants, il y en avait peut-être très peu avant. Maintenant, c'est des choses qui évoluent entre le salarial, le fait d'être indépendant, le fait d'être entrepreneur. Et il faut aussi savoir être à jour, autant dans la manière dont on fonctionne avec sa structure, avec l'organisme de formation que vous avez créé, le CQP que vous délivrez. Mathieu, Flora, merci beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas sur ce côté de la formation. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés à en savoir plus sur vous, sur le CQP que vous offrez maintenant, où est-ce qu'ils peuvent trouver plus d'informations? Sur notre site, tu mettras, j'imagine, le lien en bio, mais donc c'est Find Sport, Find Sport. On est sur Instagram et on est aussi, du coup, notre site, c'est find.sport. Et donc, voilà, il y aura toutes les infos là. Après, on est aussi assez disponible à la salle, évidemment. La salle est ouverte toute la semaine. Donc, si vous avez envie de visiter, voir les lieux de formation, rencontrer Matt, vous pouvez aussi passer à la salle. Et sinon, on répond évidemment sur les réseaux par mail et autres. Pareil, flexible, c'est super. Bah, Merci à vous deux encore pour votre temps et d'avoir partagé toute votre expertise. J'espère que ça pourra servir à ceux et celles qui soit sont en reconversion ou soit ils pensent à se reconvertir et à devenir coach et à tout ce que ça implique, hein. Je pense que c'est important de comprendre les tenants, les aboutissants, les beaux côtés, les côtés qu'il faut comprendre, même si c'est pas toujours facile. En tout cas, merci à vous et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci, Merci, merci Chen. beaucoup à toi aussi. Et je veux juste rajouter, j'ai envie de vous dire, mesdames, on dit il et le coach pendant tout le podcast. Et on a aussi une formation qui est très ouverte à vous, mesdames. Et je trouve, d'ailleurs, notre prochaine D'ailleurs, la promo, on n'a prochaine, que des nanas que inscrites des... pour l'instant. Trop bien. J'ai envie de dire aux femmes que projetez-vous aussi dans ce métier-là, vous serez excellentes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi ce sentiment humain qui est top, ce côté humain qui est très développé avec une sensibilité parfois un peu plus assumée, non pas plus développée forcément que les hommes, mais plus assumée. Et bah, d'ailleurs, voilà, notre prochaine promo, pour l'instant, on a 6 inscrits, je crois déjà sur 12 et 5 nanas. Donc, faut aussi transformer le pronom du il qu'on a dit pendant tout le podcast. Clairement, le il ne définit absolument pas la richesse du métier et bien entendu que les hommes comme les femmes peuvent s'épanouir en tant que coach, tu as bien fait de le rappeler. Et c'est cool de voir que il y a pas mal de dames qui s'engagent là-dedans aussi et vous en êtes l'exemple premier. Merci encore à vous deux et Et à toi, à tout Shane. bientôt. À bientôt. Ciao. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.